You're all pretty much Michael Douglas est un célèbre acteur, producteur et représentant de la célèbre dynastie des acteurs. Il a réussi une carrière semblable à celle de son père, Kirk Douglas, et est devenu une véritable légende hollywoodienne. Dans cette vidéo, nous vous raconterons son parcours jusqu'au sommet. Mix Show présente. Comment vit Michael Douglas et combien il gagne? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Deal. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business. Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout, et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. est son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour $150 par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses. Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans. Vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel, Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré dans l'éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami
mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte $262 000 à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années. En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour $250 000, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this has turned out to be one hell of a morning. La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 1985, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu $13 millions, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 1992, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit $15 millions. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Start developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul. Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie. Dans les films Disclosure, avec un paiement de $12 millions, et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à $15 millions. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Dark's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game. Pour chacun desquels, Michael a reçu quand même $20 millions. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à sa bien-aimée une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé à entre 1 et 2 millions de dollars. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé 45 millions de dollars et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété,
mais comme son ex-femme restait la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près 2 millions de $. Cependant, 1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement. Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces deux projets rapportent à notre héros 15 millions de $. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and Intruders in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros. Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de $, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and the Prey et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael. Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde, et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union, et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que A Wire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement, recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast. And I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. Fine. It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude. You said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratchet sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym.
Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives. En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune, Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour l'FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay. 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 Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Malcolm Granger Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux. Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 $. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 $ lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mais elle a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études, vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City.
Il ne gagne alors que 400 $. Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de $ de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures. C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans. Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage parallèlement. Il a joué dans plusieurs films à succès, un drame de guerre, Gallipoli sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River, qui a nommé plusieurs Oscars, et oui, dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'1 million $ avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contraste s'est probablement retourné contre Gibson car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de 400 $ pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu 1,2 million $ australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mm-hmm. Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Cult Lethal Weapon en 1987. $100,000. Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages de cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD. Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise.
Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2 en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah. Same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production. Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé 7 millions de dollars pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Nathan Riggs. Le troisième, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de 10 millions de dollars. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et Mel a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit 15 millions de dollars. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Teasing. Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australienne s'est à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, L'Homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson. Le drame historique épique Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciale, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour 170 000 $. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas. Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de $. Crimson et Conspiracy Theory. En 1998, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de $ pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de $ pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé à que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. You ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de $ au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains.
En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une Kidub SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté $50 millions au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de $100 millions à l'Église catholique. Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Et grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté $609 millions dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji, mesurant 8 km², pour $15 millions. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île pour les loisirs, et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, mais elle a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement en parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre. Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour $26 millions. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour $35 millions. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour $40 millions une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour $9 millions. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Oksana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée. Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit $850 millions.
En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme, et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars, situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de $400 et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de $750 000 et payer $40 000 par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Oksana a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a fait écouter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Johnny Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Mashed Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed, then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011. La première a été un flop, le film a échoué au box-office et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture, qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mais elle a essayé d'oublier ses relations précédentes et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cussato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé. Ils l'ont appelé Lars Gerhard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants. Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson, il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Drag Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. 2 dead hookers wash up on the shore. Hey, whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sorte. Et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Fathers 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel.
Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux et de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ ?